Bonjour à tous, bonjour Afsadine. Bonjour Antoine. Alors, nouvel épisode de notre série d'analyse des grands courants de la pensée dominante contemporaine. On aborde un thème sans doute tout à fait central qui est apparu depuis une dizaine d'années, en tout cas sur la côte est des États-Unis, avant de devenir la culture incontournable, semble-t-il, de nos jours en Amérique comme en Europe. Je veux parler bien sûr du wokisme. Alors peut-être avant de démarrer complètement, Afsadine, dire un tout petit mot pour ceux qui l'ignoreraient, une toute définition peut-être que vous pouvez proposer du wokisme. Oui, d'abord il faut distinguer la pensée woke, qui est une pensée structurée, qu'on doit combattre mais qui est très structurée, et le wokisme qui est un terme péjoratif. C'est ça là, qui est délicat dans le wokisme, c'est que c'est en même temps un mouvement antiraciste. On est tous très contents qu'il y ait des mouvements antiracistes. Mais c'est un mouvement antiraciste, d'après certains qui accusent le wokisme, d'être un racisme inversé. C'est-à-dire d'accuser les Blancs, historiquement, d'être d'infâmes racistes exploitant la race noire, les minorités, etc. Et donc, renverser le racisme en disant, c'est un raciste anti-blanc. Voilà, en gros, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? On va en parler. Est-ce que c'est simplement un racisme anti-blanc ou est-ce que c'est autre chose? Il y a aussi l'idée de dire que le monde est vu comme structurellement comme comportant des dominants et des dominés, et que ce sont des statuts qui sont assignés, si je puis dire, à résidence dans ces deux statuts. Et c'est l'occasion de, peut-être, pour mieux comprendre ce qu'il y a derrière, de retracer peut-être l'origine historique, philosophique de cette conception. Le wokisme a pour origine woke. Woke, c'est l'éveil. Et c'est l'éveil aux discriminations des minorités. Alors ça vient après la décolonisation, ça vient après l'échec du communisme. Et donc on cherche de nouveaux post-colonial, on cherche de nouveaux horizons révolutionnaires. Le capitalisme, pour le wokisme, est un générateur d'oppression sexiste, raciale, économique, sociale. Le capitalisme aliène. Jusqu'à maintenant, c'est la critique marxiste, mais simplement la grande différence entre Marx et la pensée woke, c'est que Marx a réduit, ou plutôt concentré, l'exploitation des classes par un primat économique. Alors que le mouvement du wokisme, c'est un mouvement qui passe de l'économie, qui l'intègre aussi, au sociologique. Et donc, on a ici tout est remis en cause dans le wokisme. C'est une pensée presque messianique, puisqu'il faut détruire la science, qui porte des stéréotypes anti-minorité, la culture, de la cancel culture. Donc tout est remis en cause pour créer un homme nouveau, une histoire nouvelle. Un début, c'est la cancel culture. Et c'est le bannissement terrible, presque fasciste. Et donc on est ici dans quelque chose de très violent, où tout ce qui, intellectuellement, est vu comme un instrument culturel, idéologique, une parole, qui reproduit les stéréotypes de l'histoire. Mais eux, pour eux, c'est pas l'histoire avec un grand H. C'est l'histoire du capitalisme, qui est l'histoire du blanc dominant les minorités, sont à bannir et à détruire. Et donc, le wokisme, c'est ça, c'est la discrimination. Au départ, c'était avant tout avec les violences policières, complètement justifiées. C'était les violences policières américaines, horribles, hein. Il y avait un racisme aux États-Unis que les Français ont du mal à imaginer, hein. On n'avait pas le droit de se marier avec une noire, tout était, le racisme était structurant la société américaine. Et donc, il y a eu des violences policières injustifiées contre les noirs, terribles, et ça a été une réaction de la défense communautaire. Mais très vite, on a été au-delà de la défense communautaire. Et quand je dis au-delà, à deux niveaux. Et ces deux niveaux sont synergiques, sont dialectiques. D'abord, on a dépassé la question de communauté. On a intégré dans le discours woke l'aliénation, l'asservissement, la discrimination de toutes les minorités. Et donc, on va avoir les minorités sexuelles, femmes par rapport à l'homme, les minorités des pauvres par rapport aux riches, c'est pas des mêmes minorités, mais les classes par rapport aux riches. Et le validisme, il y a le classisme et le validisme. Les personnes qui sont, ça s'appelle, ils combattent la grossophobie, des clichés. Et aussi l'orientation sexuelle. Exactement, l'orientation sexuelle. Et donc c'est devenu général. C'est devenu général, ils vont très, 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 très loin. Et donc c'est aussi un au-delà radical idéologique. Puisque comme vous l'avez dit, là on passe à autre chose, c'est plus la défense des Noirs face aux Blancs. C'est le fait de dire que la culture occidentale, le capitalisme, est structurellement aliénant. Alors, est-ce que ça, c'est pas vrai d'une certaine façon? C'est complètement vrai. C'est là où on pourrait dire que, pour le moment, la Torah s'y retourne.
puisque dans la Torah, on accuse la civilisation des sables, Rome, de créer des structures qui sont des sens idéologiques pour aliéner, gommer les différences, qui créent le racisme, qui créent le sexisme, qui créent l'aliénation, qui créent l'exploitation, l'isolement. Et donc, on est vraiment dans une critique qui est fondée intellectuellement, pour le moment. Alors, on va voir le point où ça ne va plus, mais peut-être encore un mot, si vous voulez, parce qu'il y a cette notion d'éveil. Je suis éveillé au fait qu'il y a un donné, des structures qui créent des dominations et des aliénations. Et si je suis éveillé à cela, je vais devoir ensuite, évidemment, essayer de corriger cela. Mais comment est-ce que la culture woke s'y prend Par la lutte, par la violence, par la lutte. Une lutte acharnée, des fois une lutte armée, des fois une lutte idéologique, et d'investir tous les universités américaines. La gauche, le woke, a pratiquement conquis les universités, les plus grandes universités. Comment on peut expliquer ça finalement? On va l'expliquer peut-être après. Moi, je pense que ça vient de la culpabilité blanche. Mais avant ça, il s'est passé en 1980 quelque chose de tout à fait singulier, encore, d'après moi, réel. En tous les cas, d'un point de vue de la description structurelle. Il y a une femme qui s'appelle Kimberly Crenshaw, professeure dans une université américaine, qui a théorisé ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Alors, c'est quoi l'intersectionnalité? C'est un concept très intéressant. Vous avez les minorités noires, vous avez les minorités blanches, vous avez les minorités d'orientation sexuelle, vous avez les invalides, vous avez les pauvres. Et donc, il y a une pyramide systémique où la société va favoriser le blanc en haut de la pyramide, hétéro, qui est en même temps riche. En deuxième, vous avez le blanc pauvre, mais hétéro. Après, vous avez on descend et après, vous avez mais si vous êtes la femme noire, pauvre et homosexuelle, vous êtes en bas. Et donc, vous subissez la pression systémique. C'est ça qui est important. L'intersectionnalité, elle est structurelle. On peut pas y échapper. On va subir l'aliénation et le discrédit fondamental de la dignité. Et donc, pour se sortir de là, il faut renverser la pyramide. Et donc, s'il y a des oppressés et des oppresseurs, et c'est là où ça diffuse, jusqu'à maintenant on peut dire que c'est vrai, mais c'est là où la Torah n'est plus d'accord, c'est qu'il y a un constat woke, du wokisme, de dire s'il y a des blancs à qui le système profite, et des noirs, ou des orientations sexuelles différentes, ou des invalides, ou des pauvres, auxquels le système oppresse, donc celui qui profite, c'est lui qu'il faut combattre. Et il faut le détruire, il faut le combattre. Et ceux qui sont opprimés, il faut les défendre, il faut les émanciper. Et c'est là où on dit que l'homme n'a plus de liberté pour appartenir à un blanc, parce qu'il est blanc, hétéro et riche, produit par le fait même de sa race, de son orientation sexuelle et de sa richesse, des effets systémiques de système, de structure d'aliénation des autres minorités. C'est incroyable. C'est ce que dit Léo. Tout cela donc est vrai jusqu'à un certain point. Vous nous avez dit ça, Rav Sadine. Il se trouve quand même que le wokisme s'accompagne, c'est un éveil qui s'accompagne d'une forme de sommeil, d'une dimension transcendante, d'une dimension qui apporte la liberté au monde. Car ce qu'il est frappant de voir, c'est que de ce système-là, finalement, on ne se libère pas vraiment, on ne fait que lutter contre les manifestations, mais on ne le transforme pas. Quel est l'ennemi dans cette conception? L'ennemi, c'est pas celui qui pense pas comme moi. C'est celui qui est privilégié par le système. Fondamentalement. Parce qu'il faut être concerné pour pouvoir parler de la violence aliénante. Si t'es pas concerné, tu peux pas vraiment en parler, c'est de l'abstraction philosophique, de la bonne conscience, ça n'a aucun rapport avec la vérité d'un discours de révolte contre l'injustice. Et cette idée, encore une fois, elle peut être proche de la Torah. Nous sommes, nous les Juifs, sortis d'Égypte. Les dieux ne se présentent pas comme le Dieu Anochi Hachem, je suis le Dieu, pas qui a créé le monde, l'universel. Je suis le Dieu qui est sorti d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a une révélation à travers l'historicité, qui crée une identité. Donc là encore, il peut y avoir une convergence. On ne peut pas se passer effectivement de cette expérience dans l'identité. Exactement. Et donc, on a ici une pensée d'extrême gauche, qui en fait rejoint la pensée d'extrême droite, puisque les anti-Lumière, Burke et d'autres ne disaient que cela. Ils disaient que l'histoire de la Révolution française, c'est des structures universelles vides, et qu'on est français par le sang, par la terre, et qu'un juif ne pourra jamais être français, etc., etc. Donc, il y a cette idée d'une identité conditionnant l'esprit.
et l'histoire produisant du concept vrai par rapport à cette histoire. Alors, dans la Torah, même s'il existe cela, il y a une différence radicale. Enfin, deux différences, on peut voir, ou trois radicales. La première, c'est la guéroute, la conversion. C'est que la Torah considère que le Tselem Elohim, parce qu'on a bien précisé qu'il y a deux formes d'antiracisme. Il y a l'antiracisme universel qui a pour défaut d'universaliser l'humain sans tenir compte des spécificités de culture, de race, et donc c'est encore un colonialisme idéologique. Et on a l'idéologie woke, qui est une réduction, un emprisonnement de l'identité, la pensée qui retombe sur l'identité. Or, l'homme est Tselem Elohim. L'homme est comment dirais-je, Tselem Elohim, le reflet de Dieu. Or, Dieu est absolu, tout. Donc, c'est ça qui me paraît le plus important. Ça veut dire que le fait qu'un non-juif peut se convertir, c'est que la Torah dit qu'un humain peut intégrer l'histoire d'Israël comme sa propre histoire et qu'il va être concerné par l'accueil de l'altérité. L'âme humaine a toutes les facettes de l'humain et donc elle peut, oui, intégrer la dimension de l'histoire d'Israël comme sa propre histoire. Et ça, c'est la notion de la liberté identitaire. Et c'est pour ça qu'il y avait 70 sages, comme 70 nations. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 70 facettes à la Torah, comme les 70 nations. C'est pour ça aussi qu'on dit Shivim Panim la Torah, qu'il y a 70 visages de la Torah. Et ces visages de la Torah sont des visages français, allemands, hongrois, maghrébins, tout ce que vous voulez. Et donc il y a une structure, comme d'habitude dans la Torah, qui unit l'universalisme et le communautarisme. Il y a une singularité d'Israël, une pensée qui ne peut s'épanouir qu'à partir de l'histoire d'Israël. Mais cette irréductibilité, cette spécificité, est universelle. Parce qu'il est une façon d'incarner l'homme dans toutes les dimensions de l'humain. Et d'où la possibilité de la conversion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans la Torah, c'est que on voit très bien que le judaïsme naît à partir d'un moment où on dépasse l'identité idolâtre. Il ne s'agit pas de dire comme le discours moderne qu'il faut dépasser l'identité, des gens qui disent que l'identité c'est une horreur, des bêtises qu'on voit sur les médias. Non, il s'agit de dire que l'identité idolâtre, ça veut dire l'identité qui t'enferme, l'identité qui te bloque, l'identité qui te réduit à l'animalité, à la biologie, à la société, à la race. Ça doit être dépassé. Et ça a été dépassé dès le début du judaïsme. Abraham Avinu lui dit, Lech lecha, va-t'en, quitte ton père, quitte ton pays, quitte tout, découvre un autre horizon, et tu vas devenir quelque chose que tu n'es pas encore. Abraham, quel amour, est prêt à sacrifier son fils, qui est l'acte le plus cruel possible. Et Yitzhak, et toute la loi, donne son corps. Donc on voit qu'il y a un dépassement d'identité. Mais cet dépassement d'identité produit une méta-identité qui est en résonance avec la pensée divine. Et ça, les woke, parce que justement, ils n'ont pas la transcendance. Leur analyse est vraie, d'un point de vue, on va dire, matérialiste. Et donc, ils retombent dans l'identité, la chair, la malédiction de l'être racial ou biologique. Ils n'arrivent pas à se sortir de cette dimension matérielle. Exactement. Et donc aussi, par exemple, puisqu'on parle de la Torah, de l'idée qu'on puisse se libérer de une condition d'esclave aussi, oui. C'est quelque chose qui, dans leur esprit, n'existe pas, puisqu'on ne peut pas sortir de cette condition d'opprimé. On sera toujours, d'une certaine façon, dans cette position d'être opprimé. C'est peut-être une des causes d'antisémitisme, du wokisme. Peut-être c'est une des causes. J'allais vous poser la question là-dessus. On voit bien que le terreau est propice, en tout cas au développement. Alors, ça a beaucoup étonné. Pourquoi est-ce qu'ils accusent les Juifs? Les Juifs sont une minorité qui a énormément souffert. Bon, il y a la concurrence mémorielle, vous savez, qui a le plus souffert, les Noirs, l'esclavage. Au niveau du temps, ça a été plus long. Mais au niveau de l'horreur, ça a été les Juifs, bien évidemment. Quoi qu'au niveau du temps aussi, vous savez, les pogroms et les croisades et les millions de Juifs massacrés. Bon. Mais c'est quand même très curieux que les wokismes, qui défendent les minorités, ne défendent pas les Juifs comme minorité. Au contraire, qu'ils les placent au sommet de votre pyramide, finalement. Exactement. Alors, il faut comprendre cela. Pour répondre à cette question, je pense qu'on va répondre à une autre question avant. Comment se fait-il qu'il y a des blancs hétéros riches qui sont woke? Ça se mord la queue. Vous avez énormément d'universitaires
Au point où il y avait une professeure, j'ai pas vérifié l'information, mais j'ai lu une fois un article où on disait qu'il y a une professeure dans une grande université américaine se faisait passer pour petite fille de noir. Les gens ont vérifié, pas du tout, c'était une vraie blanche, mais pour asseoir une légitimité de parole anti-blanc, il fallait qu'elle soit. On voit ces images hallucinantes où les blancs s'agenouillent et embrassent les chaussures de noir. Ou les profs qui font amende honorable et qui se passent leur temps à s'excuser. Incroyable. Or, c'est la culpabilité. La culpabilité de l'homme blanc occidental, qui effectivement, et ça, la Torah le dénonce depuis l'origine, est un violent. De façon incroyable. Si on regarde l'histoire de l'Occident, c'est une histoire de colonisation, de massacre des populations, d'évangélisation, de contrôle idéologique de sociétés les plus larges possibles, l'aliénation économique, le racisme, le sexisme. Donc, effectivement, l'Occident blanc a commis, le long de son histoire, des meurtres et des crimes horribles. Donc, très souvent, les Blancs comprenant cela, les intellos, se sentent très coupables. Et donc, ils trouvent un autre Blanc, qui est nous, les Juifs, et ils créent une métaphore, une histoire de fou, où comme les Juifs sont riches, ah, voilà le super Blanc qui nous aliène nous aussi, donc nous sommes dans le camp des aliénés, et les Juifs qui contrôlent les médias, qui contrôlent l'argent, qui contrôlent l'économie, qui contrôlent le pouvoir, avec toutes ces théories du complotisme, fait que les Juifs sont en vérité le super Blanc. Et pourquoi ils veulent un super Blanc? Parce qu'ils veulent ressembler aux minorités opprimées. Donc ils sont opprimés par les Juifs, soi-disant, pour leur donner une légitimité d'opprimés qui peut être concernée par les wokismes. On peut dire que le judaïsme aussi, finalement, invalide la pensée woke, puisque il dirait, vous êtes en situation peut-être d'opprimé, libérez-vous, sortez de votre... Voilà, c'est ça qu'on disait. L'Echlecha, finalement. L'Echlecha, ce que disait Jacob c'est Yud Kov. Yud c'est la future, Kov c'est la mort. Le peuple juif est capable de transfigurer toute chose qui annonce sa mort, comme un surplus de vie. Je paraphraserai Nietzsche, tout celui qui ne tue pas le juif le rend plus fort. Tout celui qui ne tue pas le juif le rend plus fort. Parce que nous avons cette expérience du point d'ancrage divin, de la transcendance. Et on sait que tous les déterminismes, aussi sophistiqués soient-ils, ne sont rien par rapport à la puissance et à la volonté de Dieu. Et donc, il ferait mieux de s'inspirer de ça plutôt que de nous accuser. Et c'est la mauvaise foi du wokisme. Quand il est antisémite, il est généralement antisémite, et très antisioniste et très anti-israélien, parce que il voit dans le juif la figure même de l'oppresseur blanc, dans lequel ils subissent eux-mêmes l'oppression. Alors, il y a une question qui est quand même très mystérieuse, c'est de comprendre comment toute cette jeunesse, qui se dit donc éveillée, peut avoir des accointances, on va dire, pour le moins avec l'islamisme, comment les tenants de l'idéologie dite progressiste d'aujourd'hui peuvent être amenés à flirter ouvertement avec l'islam. Tout paraît opposer quand même les deux systèmes, et on sait très bien que si les wokistes étaient mis dans un régime islamiste, ils ne feraient pas long feu. Bon, donc comment est-ce qu'on peut comprendre cette alliance contre nature, on va dire a priori? D'après moi, il y a deux poussées. Un, l'antisémitisme, la haine du juif, qui nous frappe tout le temps. J'ai une personne que j'ai rencontrée ce matin qui était à Beyrouth le 7 octobre, un juif, qui m'a raconté que dans la rue, les gens fêtaient, des milliers de personnes fêtaient les massacres d'enfants et de femmes. C'est incroyable. C'est incroyable, ce manque de noblesse et de pudeur. L'antisémitisme est une violence absolue qui défie toute rationalité. Vous connaissez très bien les historiens du Troisième Reich, de la Shoah, qui vous disent que Hitler marche au cru sur le en enfer éternellement, a confirmé l'utilisation des trains pour déporter des Juifs, alors qu'on avait besoin de trains pour amener des troupes sur le front. Complètement irrationnel. Tu sais que tu as perdu la guerre, bon, au moins défends-toi. Non. La priorité, c'est de tuer du Juif. Il y a cette même idée. Il y a aussi une autre idée, c'est que, bien entendu, l'islamisme est vu comme une affirmation d'une identité, justement résistant à l'oppression blanche. Mais au-delà, ils sont bien sûr contre la tolérance et tout, mais ils disent, voilà, l'islamisme, c'est comment le monde arabe se réapproprie son identité face à l'aliénation idéologique de l'Occident qui veut tout transformer en... Et ils ont été colonisés aussi. Ils ont été colonisés. Aujourd'hui, on voit le discours des politiciens, ils ont grand tort, d'après moi. C'est de dire, il faut normaliser, il faut intégrer, il faut détruire la pensée islamique. Non, il ferait mieux
travailler pour un islam qui existe, hein, tolérant, intelligent, etc. Ils le font pas. Donc, il y a une stigmatisation, et les wokistes disent, les islamistes sont les défendeurs de leur identité face à l'agression blanche. Et encore une fois, le juif. Alors, il y a une autre idée aussi, je pense, c'est que dans cette dénonciation des woke blancs hétéro-riches, il y a une reconduction insidieuse de la domination occidentale sur la parole idéologique. Expliquez-vous. Hein? Expliquez-vous. Ils font. C'est à la mode aujourd'hui, les wokistes, très à la mode. Ils récupèrent le discours et ils deviennent maîtres de la parole de cette dénonciation anti-blanc. Et par là, ils reconduisent une maîtrise du discours blanc en utilisant le discours anti-blanc. Et ça, c'est propre à l'Occident. Vous savez, la métaphore, on ne veut que ces personnes, mais la métaphore talmudique, c'est de dire que l'Occident se présente toujours comme cachère, comme bien, mais qu'à l'intérieur, il y a des motivations qui sont absolument pas cachères. On veut dire que le wokisme serait un produit de l'Occident aussi? Bien entendu. Ouais. Bien entendu. Et ça, s'ils s'en rendaient compte, tout le wokisme s'effondrerait. C'est un peu les idiots utiles alors du système aussi. C'est la puissance du capitalisme. Le capitalisme a une puissance qui, moi, m'étonne toujours. Il est capable de transformer, transfigurer toute opposition en surplus de puissance. Regardez ce qu'on a fait de la culture hippie dans les années 68. Qu'est-ce qu'on a fait ça a complètement fait prospérer le showbiz, l'industrie musicale, des fois des choses très belles, les Rolling Stones, Pink Floyd, tout ce que vous voulez, les Beatles. Mais ce qui était soi-disant un mouvement d'explosion, de remise en cause de toutes les normes de l'Occident, est devenu au contraire un moteur de l'Occident. Et ça, c'est la force du capitalisme. Internet, qui devait rendre la gratuité pour tout le monde, finalement devient le centre même du marché mondial. Aliénation. Et bientôt, on va avoir affaire à l'intelligence artificielle, on en a parlé dans une autre émission, qui va devenir le vrai Big Brother et qui va aliéner de façon radicale l'espèce humaine, si on ne réagit pas. J'avais aussi une autre impression, c'est que comme le système woke finalement fige en quelque sorte la situation des dominants, des dominés, du côté de l'islam, il y a quand même aussi quelque chose qui s'est arrêté au niveau historique. C'est-à-dire qu'il y a la révélation, le Coran est incréé. Bon, après, il n'y a plus que tout le monde devienne croyant. Voilà, c'est le seul sens de l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui se rejoint sur cette notion de temporalité, de pas de projet, Oui, il y a une retombée sur la chair, une retombée sur le corps. Une retombée sur l'identité situationniste, une identité de situation de race, de classe, d'orientation sexuelle, de l'islamisme, si vous voulez. Et cette retombée comme critique de l'abstraction aliénante de la pensée philosophique universelle renvoie effectivement à l'arrêt de la pensée. Est-ce que le wokisme, forcément, a des limites? Je prendrai l'exemple de Disney, qui finalement se rend compte que toutes ces films d'animation qui fabriquent avec des thèmes wokistes, ça marche pas tant que ça. Et que donc, ils ont fait marche arrière pour reprendre des choses plus traditionnelles. Il y a un moment donné où cette culture qui a envahi les élites ne rentre pas véritablement dans le En France, il y a une résistance intellectuelle contre le wokisme, menée par Finkielkraut, mais je parlais du peuple aussi. Du peuple aussi, ça ne marche pas. Mais aux États-Unis, non. Aux États-Unis, les intellos sont pratiquement tous wokistes. Oui. C'est quand même étonnant. Les Américains sont pas des idiots. Il n'y a pas cette prise de conscience de l'horreur d'une réduction de la pensée à l'identité. Et donc, cette extrême gauche est devenue l'extrême droite. Parce que c'est exactement le discours qu'avaient les anti-lumières, que la pensée doit être identitaire. Et en quoi ça serait l'intérêt du système économique capitaliste, c'est d'avoir ce caractère figé des situations? La soumission. S'il n'y a pas d'espoir pour les minorités de s'intégrer, et qu'ils veulent, c'est un dégagisme. Ils veulent prendre la place des Blancs. Ce dégagisme ne fonctionnera pas. Donc, comme il faut, parce que la vraie puissance est dans les mains des structures blanches. Et donc, ce dégagisme fige les revendications et permet de limiter l'émancipation des minorités. Et donc, d'aliéner de façon plus radicale toutes les minorités. Donc le wokisme contribue en réalité à l'aliénation des minorités. Le wokisme est une aliénation finalement. Complètement. Qui se prétend être une libération des aliénations. Mais je comprends entre nous leur démarche intellectuelle.
Simplement, ils se sont butés sur la chair parce qu'ils n'ont pas de transcendance. Ils ont aboli Dieu. Ils ont aboli l'infini. Ils ont aboli la liberté infinie. Donc, en vase clos, par définition, tu retombes sur l'identité charnelle. En parlant des Noirs, on est frappé du fait que les Juifs ont beaucoup fait pour l'émancipation des Noirs. À un moment donné, il y a quelque chose qui a ripé ensuite. Les droits civiques, regardez les avocats des droits civiques, c'est tous des Juifs presque. Ils ont même payé de leur vie, certains. Ils sont battus comme des lions pour exiger l'égalité des droits civiques des Noirs aux États-Unis. Il n'y a pas de reconnaissance du tout. La communauté noire par quelques-uns, et c'est quelque part désolant. Mais c'est toujours comme ça. Regardez les Juifs en Allemagne, la contribution des Juifs en Allemagne, la contribution culturelle avant la Shoah, elle est énorme. La pensée allemande est une pensée judéo-allemande. Je ne vais pas entrer dans les détails. Heidegger a pillé Rosenzweig. C'est évident qu'il y avait tous les grands auteurs, Brecht, Hermann Cohen, tous des grands penseurs allemands qui ont fait la gloire de la pensée allemande. Il n'y a jamais eu de reconnaissance. Regardez, le cas le plus dramatique, c'est Hermann Cohen. Hermann Cohen, le plus grand philosophe d'Allemagne au début des années 2000, écrit une lettre en 2017, pour demander à Winston, je crois que c'était le président américain, de ne pas entrer dans la guerre. Vous parlez de 1900. 1900, excusez-moi. 1917, ou 16, je ne me souviens plus. Et Bergson fait le contraire. Bergson demande aux États-Unis de rentrer dans la guerre. Et donc, il était un grand patriote. Il y avait une expression allemande qui disait « Celui qui touche à ma germanité, je deviens un assassin. Ne touchez pas à ma germanité, je suis avant tout germain. » Tu parles. Les Sémites, c'est pas les Germains, mais ils avaient adhéré. Or, regardez le drame, la femme. C'est étonnant, il devait avoir une différence d'âge énorme. Hermann Cohen est mort en 18. Sa femme, en 41, en 42, a été déportée à Auschwitz et est morte à Auschwitz. Alors qu'il avait tout fait pour la gloire de l'Allemagne. Donc, on connaît ça. Le Juif doit aimer le pays où il est. Il doit participer au pays où il est. Il faut être fidèle à des valeurs de la République qui ne contredisent pas la Torah, etc., etc. Il faut participer à l'effort économique, artistique, intellectuel. Aucun problème. Mais sachez que la seule chose qui nous sauvera, c'est Dieu. C'est pas les lois antiraciales européennes. Je crois que là, on peut difficilement trouver une meilleure conclusion. Merci beaucoup. Merci, Rav Sadine, pour vos enseignements. Merci à tous pour votre attention. Et puis, on se retrouve dans un mois, donc, pour la suite de nos analyses, de vos analyses sur un nouveau thème de la pensée contemporaine et les réponses qu'apporte la Torah sur cette problématique. Merci beaucoup.